Après la première conférence riche sur la régénération de la démocratie, nous poursuivons avec une thématique tout aussi cruciale pour l'avenir scientifique et intellectuel de l'Afrique, connaissances, langues et publications scientifiques en Afrique. Donc c'est une conférence qui nous invite à réfléchir aux conditions dans lesquelles le savoir scientifique est produit, diffusé, valorisé sur le continent et interroge surtout plusieurs enjeux majeurs. Comment les langues et les systèmes éditoriaux influencent-ils la visibilité et la reconnaissance des chercheurs africains? Quels circuits de publication permettent de préserver la souveraineté intellectuelle et de favoriser surtout une circulation équitable des savoirs? Comment garantir que les connaissances produites en Afrique nourrissent à la fois le débat local et les échanges internationaux sans être marginalisés ou invisibilisés? Donc ce sont des questions qui touchent directement à la capacité des sociétés africaines à produire, partager et surtout institutionnaliser leur savoir et s'inscrivent dans le fil de la rencontre, comprendre comment les connaissances africaines peuvent être autonomes, reconnues et pertinentes dans un monde globalisé. Et pour ouvrir cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Sarah Mejdoubi sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Madame Sarah Mejdoubi est linguiste, spécialiste en analyse du discours politique, titulaire en 2013 d'un doctorat en sciences du discours et sciences du langage, obtenu à l'Université 5 de Rabat. Elle est professeure à Sciences Po Rabat, chercheur au Center for Global Studies et membre du comité scientifique du laboratoire mixte international de recherche. Elle enseigne l'histoire de la rhétorique, la communication politique, l'analyse du discours politique et la méthodologie de la recherche et du travail universitaire. Nommée professeur visiteur pour l'année 2017 par la commission de la recherche de l'Université de Toulon, Sarah Mejdoubi a été invitée à y enseigner 2 cours, analyse sémantique de la métaphore dans le discours politique, les stratégies persuasives dans le discours islamiste au Maroc, et ses publications et interventions académiques, nationales, internationales, s'articulent autour de l'analyse du discours politique par le biais des approches sémantiques, sémiotiques et celle de l'analyse du discours. Alors, pour enrichir cette réflexion, Madame Mejdoubi sera accompagnée de 4 distingués discutants. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons avec nous Monsieur Laurent Vidal. Il a été déjà présenté tout à l'heure. Il est invité à nous rejoindre. Nous avons ensuite Madame Sandra Guigoni, directrice adjointe. Elle est ingénieure de recherche au sein de l'infrastructure. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Elle est ingénieure de recherche au sein de l'infrastructure Open Edition comme directrice adjointe éditoriale 2020-2024, puis chargée de mission auprès de la directrice depuis 2024. Depuis 2021, elle représente Aix-Marseille Université au sein du projet Commons qui œuvre à transformer les pratiques de recherche et leur portée pour la société en visant la fédérisation des données, l'ouverture et la mise en liaison des publications et des données, ainsi que la montée en compétences des communautés éditoriales scientifiques. Ces travaux récents portent sur les usages et pratiques de liaison, données, publications en sciences humaines et sociales et les formes de production scientifique qui en émergent. Elle est co-autrice de The Missing Link, Building Open Bridge Between Infrastructures to Lease, Data and Publications, et de lier les données et des publications dans Commons. Nous avons aussi avec nous Gilbert Babena, enseignant-chercheur à l'université de Maroua. Gilbert Babena est l'actuel secrétaire général du Grenier des Savoirs, une plateforme africaine des revues scientifiques fonctionnant sur le modèle Diamant. Il est fortement intéressé par les questions relatives à la publication scientifique, au libre accès et à la valorisation des savoirs endogènes en Afrique. Animateur du podcast La Brocante des Savoirs et membre de l'association Sciences et Biens communs, il collabore par ailleurs avec les éditions Sciences et Biens communs dans le cadre de plusieurs projets éditoriaux et assure notamment la direction de la jeune collection Langue, linguistique et analyse du discours, l'édition et la publication scientifique, le fonctionnement et l'impact des discours sociaux, l'épistémologie, les modèles alternatifs et la transversalité entre les disciplines
font entre autres partie de ces centres d'intérêt. Et enfin, nous avons avec nous Monsieur Mohamed Juili. Il est docteur de l'école pratique des hautes études de la Sorbonne Paris, professeur, des universités à la faculté des lettres et sciences humaines, université de la Marouba en Tunisie. Il est aussi directeur de recherche en anthropologie culturelle. Il est auteur de plusieurs ouvrages, exemple l'anthropologie des contes, la mère messagère, le leader politique dans l'imaginaire islamique, pouvoir, naissance et féminisation du monde, étude du conte de l'homme qui tomba enceinte d'après un conte de fées féminin de la tradition orale afro-arabe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à nos chers discutants et toujours Madame Mejdouni. Vous avez 30 minutes pour votre présentation et pour chaque discutant, vous aurez 5 minutes. La parole est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues, chères participantes et participants. Je voudrais tout d'abord témoigner de ma gratitude à l'égard des organisateurs de cette manifestation scientifique, de m'avoir invité à présenter une réflexion portant sur la création des connaissances et l'édition scientifique en Afrique. Lorsque j'ai reçu cette invitation, évidemment, pour m'exprimer sur ce sujet-là, plusieurs questions ont surgi. De quelle connaissance s'agit-il? Qu'entendons-nous par créer une connaissance? Est-ce qu'une connaissance se crée ou alors est-elle une donnée en circulation et en pratique, attendant le moment de la révélation de son essence, de son fonctionnement, ou de la révélation aussi de sa reconnaissance, en tant que connaissance? C'est un sujet qui m'a fait réfléchir sur nos savoirs, sur nos pratiques, sur ce que nous voulons faire ou pas, sur qui sommes-nous et sur ce que nous donnons à voir au reste du monde. Je vais, dans le cadre de cette réflexion que je m'apprête à vous livrer, utiliser les mots connaissance et savoir de façon égale, sans les charger sémantiquement ou idéologiquement. Pour traiter ce sujet, je vais dans un premier temps mettre en lumière la place de la connaissance au sein de la société, en présentant les contours de la part de l'Afrique dans la production scientifique à l'échelle mondiale. Puis, je vais tenter de décomposer et de recomposer le système de l'édition scientifique, en mobilisant d'ailleurs certains éléments. Et enfin, je vais formuler quelques propositions de manière à élargir les perspectives. Et ce n'est pas un truisme d'affirmer que le sujet et ses implications sont d'une importance capitale pour le continent africain, et ce, en bien des points. Je vais m'efforcer de les synthétiser en 2 temps. Le premier concerne la place de la connaissance dans la société. Jürgen Rehn, physicien et historien des sciences, dans un ouvrage intitulé « L'évolution de la connaissance, repenser la science pour l'Anthropocène » publié en 2022, explique, en revenant sur les grandes phases des sciences et des techniques, à travers l'histoire, leur création et leur diffusion, leur transformation et leurs influences, que les connaissances sont dominées par une logique de développement et de progrès. Il souligne notamment que, je le cite, la connaissance a des dimensions sociales et matérielles et qu'elle peut être archivée, partagée, transmise d'un individu à l'autre et de génération en génération. Fin de citation. Jürgen Rehn explique un peu plus loin dans sa réflexion, je le cite, la connaissance devrait aussi contribuer à la compréhension de ce qui est ou non moralement juste dans des circonstances particulières et pourrait ainsi guider les décisions éthiques et les actions politiques. Neila Farouqi, philosophe et historienne des sciences aussi, tient le même propos quand elle considère la connaissance, je la cite, comme une acquisition d'importance
Elle relève de la dignité humaine et permet le progrès technique et scientifique, certes, mais aussi moral et politique. Fin de citation. Ici se dégage l'idée selon laquelle il existe un lien intrinsèque entre la connaissance et le progrès. Ce lien engendre une relation à plusieurs niveaux. Il a des implications sociales, politiques et morales, dans le sens où, chez les deux historiens des sciences, que ce soit Jürgen Renn ou Neila Farouqi, se dégage l'aspect fonctionnel de la connaissance à travers le progrès qu'elle accomplit. La science accomplit un rôle, elle joue des fonctions dans la société. Mais l'idée du progrès peut-elle être synonyme de bien-être pour l'ensemble de l'humanité? Est-elle une valeur transversale dont bénéficient toutes les populations sans distinction? Jürgen Renn nous répond en précisant qu'à l'époque de la révolution industrielle, il est devenu évident que les innovations scientifiques n'étaient pas toujours synonymes de progrès pour une partie de la population, car les fruits de ces avancées et des connaissances n'étaient pas répartis de façon équitable dans les sociétés capitalistes émergentes. Ce que décrit Jürgen Renn est valable aujourd'hui dans la mesure où la connaissance est une richesse. Je mets le mot richesse entre guillemets. Elle est donc mesurable, quantifiable, un indicateur de développement, mais sans verser dans ce que Christian Laval, sociologue et philosophe, appelle le paradigme néolibéral de la connaissance. Entre parenthèses, Christian Laval explique que l'on ne peut pas réduire la connaissance à un bien économique ayant un coût et un rendement. Il n'en demeure pas moins que cette connaissance n'est pas accessible à tous. Alvin Toffler, sociologue américain, va jusqu'à affirmer, on peut aussi émettre quelques réserves par rapport à la pensée d'Alvin Toffler, j'en conviens. Je le cite dans un ouvrage intitulé « Savoir, richesse et violence à la veille du XXIe siècle », je le cite, « Le savoir est encore mal réparti que les armes et la richesse. Il en résulte qu'une redistribution du savoir est plus importante encore qu'une redistribution des autres ressources qu'elle peut d'ailleurs engendrer. » Fin de citation. Et c'est ce qui m'amène au deuxième aspect que je formulerai ainsi. Quelle est la part de l'Afrique dans la production ou la création des connaissances et des sciences? Plusieurs chercheurs et décideurs ont tenté d'y répondre dans le cadre du Forum international des chaires et partenaires de l'UNESCO, tenu du 30 septembre au 2 octobre 2024 sous le thème « Transformer les savoirs pour l'avenir de l'Afrique ». Le constat est le suivant. Je cite, « Les modèles dominants de validation, de distribution, d'utilisation des savoirs en Afrique ne suffisent pas à répondre à des crises multidimensionnelles. » Fin de citation. Il s'agit même pour Stefania Giannini, qui est sous-directrice générale pour l'éducation de l'UNESCO, je la cite, d'opérer un changement de paradigme dans la manière dont nous définissons, produisons et utilisons les connaissances en Afrique. Fin de citation. Permettez-moi de donner quelques chiffres publiés par l'UNESCO. Je vais jouer aux politiciens. 1% de la recherche scientifique mondiale est produite en Afrique. 2. L'Afrique subsaharienne ne compte que 90 chercheurs par million d'habitants comparé à la moyenne mondiale de 1420 chercheurs par million d'habitants. Ce chiffre grimpe à 4746 en Amérique du Nord et en Europe occidentale. 3. Concernant les investissements dans la recherche et le développement, en moyenne, les pays africains y consacrent un peu moins de 0,59% de leur PIB, alors que la moyenne mondiale est aux alentours de 1,79%. Afin d'apporter une dernière réponse à notre question initiale, à savoir quelle est la part de l'Afrique dans la redistribution des connaissances, j'évoquerai l'indice mondial du savoir 2025, publié à l'issue du 10e sommet du savoir tenu récemment entre le 19 et le 20 novembre à Dubaï. Cet indice mondial du savoir, évaluant la performance des pays dans 6 secteurs clés, enseignement et formation technique et professionnelle, enseignement supérieur, recherche, développement et innovation, technologie de l'information et de la communication, économie et environnement favorable. Donc cet indice a indiqué entre autres que seul un pays africain se trouve dans la catégorie mondiale. Il s'agit de l'île Maurice. L'indice a montré aussi que la faiblesse structurelle des pays africains se situe au niveau de la recherche, développement et innovation, RDI.
L'étude a concerné 149 pays qui ont répondu aux critères mis en place par l'indice. Vous avez sous les yeux le tableau du classement des pays africains. Sur les 30 derniers, des 149 classés, on relève 23 pays africains. Si l'on considère les données avancées à la fois par l'UNESCO et l'indice mondial du savoir, il ne peut y avoir de progrès tel qu'il est conçu par nos deux historiens des sciences, car cette production des connaissances est faible par rapport à ce qui est réalisé en dehors de notre continent. De toute évidence, il existe des peuples, des sociétés qui sont conscients du progrès, conscients de ce qu'il amène comme changement. Chacun d'entre nous entendra le mot changement à sa façon, mais qui le rejette pour la simple raison que l'idée même du progrès comme concept ne fait partie ni de leur trajectoire, ni de leur vécu, ni de leur aspiration, ni de leurs multiples interactions avec leur milieu. Peut-être ont-ils leur propre idée du progrès, ou ont-ils développé des concepts bien en phase avec leur environnement et leur histoire. Claude Lévi-Strauss rappelle cela avec finesse dans plusieurs de ses écrits. Quoi qu'il en soit, l'Afrique a été depuis très longtemps un champ de connaissances et de circulation des savoirs. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à consulter les volumes 2, 3, 4, 5, 6 et le 8e volume de l'histoire générale de l'Afrique, et même à l'époque coloniale, un épisode dramatique de notre continent et les périodes qui l'ont suivi, l'Afrique a représenté un champ de connaissances incontournable pour les sciences sociales en Afrique, par exemple, en France, par exemple. Jean Coppens nous éclaire sur ce sujet quand il rend compte de la façon dont plusieurs disciplines des sciences sociales, notamment celle de la socio-anthropologie du développement, ont bénéficié de ce terrain de connaissances et de pratiques qu'est l'Afrique. Je le cite. Dans la mesure où ces sciences sociales naissent ou renaissent véritablement après la Seconde Guerre mondiale, un très grand appétit de terrain, d'inventaire ethnologique et d'observation du temps présent prend le dessus. Fin de citation. Il précise aussi qu'à partir de 1963, la faculté des lettres et des sciences humaines de la Sorbonne crée des certificats d'études africaines dans les différentes sciences sociales et historiques. Et des dizaines de jeunes chercheurs vont profiter de longs séjours pour produire ce qui constituera les nouveaux fondements de l'anthropologie sociale et de la géographie, voire de la démographie. Dans la même veine, Jacques Gaillard et Roland Wast, les deux chercheurs à l'IRD et connus pour leurs travaux sur la science en Afrique, dans un article publié en 1988 intitulé « La recherche scientifique en Afrique », montre que l'une des premières raisons qui ont mené à faire de la recherche en Afrique est le domaine de l'agriculture. Un peu partout en Afrique naissent des instituts et des organismes, britanniques et français majoritairement, afin de faire de la recherche et produire des connaissances dans le domaine agricole. À travers ces deux points sur le rôle des connaissances dans le progrès social et humain et la place qu'occupe l'Afrique dans la production de ces connaissances, ainsi que la manière dont elle s'est organisée et ses premières formes d'institutionnalisation, se dresse un bilan. La production des connaissances était tributaire de systèmes de recherche mis en place selon des orientations coloniales, exogènes, mais depuis les indépendances africaines, il y a eu certes progressivement une nationalisation des structures de recherche, une substitution des chercheurs expatriés par du personnel de recherche local et un changement des orientations privilégiant les recherches d'intérêt local. Je cite Gaillard et Wast. Cependant, ce que regrettent nos deux chercheurs, c'est que, je les cite, pratiquement aucun effort n'a été fait pour former des cadres et chercheurs africains. Je situe les propos, nous sommes dans les années 60, au lendemain des indépendances. Cette reconfiguration du champ de la production scientifique n'a pas permis un réel lancement de la visibilité des chercheurs africains. Je cite Gaillard et Wast encore, les chercheurs africains publient dans des proportions importantes dans des revues locales non répertoriées dans les principales bases de données internationales. Or, ces dernières décennies, la visibilité de la production scientifique est au cœur de tout système de recherche. Les connaissances africaines et leur diffusion à l'international permettent d'inscrire le continent dans une logique de producteur de savoir et de l'identifier par là même comme acteur, dans le sens où, lorsque nous produisons une connaissance, cette dernière est évaluée,
reconnue, partagée, mise en œuvre, participe de la découverte d'une part du réel, pour reprendre les propos de Gaston Bachelard, et finalement participe du changement de la société. Ce développement de l'édition scientifique est donc un enjeu pour l'Afrique. Lors de la 3e édition de la conférence Sciences ouvertes du Sud organisée par l'Institut de recherche et développement l'IRD, la Fondation nationale pour la recherche d'Afrique du Sud et le CAMES, tenue du 9 au 11 décembre 2023, les participants ont souligné que malgré leur richesse, les publications scientifiques demeurent peu indexées. En 2023, hors Afrique du Sud, tout à l'heure, il y a eu un collègue qui a parlé aussi de l'exception Afrique du Sud. Seule une 60aine de revues parmi 30 000 figurant sur Web of Science étaient africaines. Plusieurs recommandations ont été formulées afin de converger vers une édition scientifique africaine plus significative. J'en mentionne quelques-unes très rapidement. La création d'une communauté de pratique pour la science africaine ouverte, œuvrer pour les partenariats équitables, évaluer la recherche par l'ensemble des parties prenantes, encourager le multilinguisme et la prise de compte des communautés locales. Ce que je me permettrai de rajouter à cet ensemble est la revalorisation des budgets alloués à la recherche. Il en était question hier aussi dans la conférence de Célestin, alloués à la recherche scientifique par les États. Ceci est un élément fondamental car une recherche scientifique solide, pérenne, performante et corrélée forcément, nécessairement, à la capacité de l'État d'accorder une part significative au financement de la recherche et développement. Outre cet aspect matériel, je fais partie de ceux qui considèrent l'édition scientifique comme un système où interagissent plusieurs composantes dont le rôle est interrelié et déterminant. Je vais tenter de décrire ce que j'entends par système. Dans un premier temps, je mentionnerai les structures de recherche, donnant forme, et ça c'est très important, à une vision de l'État, une solide vision de l'État sur le rôle de la recherche et développement. Une vision s'inscrivant sur le long terme. Ces structures, instituts, organismes, laboratoires sont dotés de réelles infrastructures et sont organisées selon des standards reconnus et dont le fonctionnement est transparent. Là encore, c'est un élément très important. Ces mêmes structures emploient des compétences formés dans le domaine de la recherche scientifique, mais surtout formés aux problématiques locales, propres au continent, conscients de ces enjeux qu'elles représentent elles-mêmes pour le progrès de leur nation. Dans un deuxième temps, ces structures accueillent des chercheurs dans un climat favorable au déploiement et au développement de leurs compétences, en encourageant la diversité thématique, la diversité des terrains, en encourageant la diversité culturelle, linguistique, en offrant aux chercheurs l'occasion de publier, de voyager aussi, de connaître et de reconnaître certaines choses. Ceci, à mon sens, pourrait lutter contre la fuite des cerveaux et de retenir les compétences. Célestin a mentionné ceci hier. Dans un troisième temps, ces structures ont la charge de développer les publications scientifiques, car c'est le moyen de diffuser les connaissances les plus à jour sur le continent. Cette diffusion entre chercheurs confirmés ou en herbe permet aux productions scientifiques d'être commentées, confrontées, réfutées, reproduites, étayées ou appuyées. Ces structures de recherche ont l'obligation de garantir la qualité des publications et leur crédibilité sur la scène internationale. C'est un rôle fondamental. Cela passe par la mise en place de procédures rigoureuses, d'évaluation par les pairs et par la consolidation des compétences des éditeurs et des relecteurs. Tout cela n'est envisageable évidemment que si l'éthique et les principes de l'intégrité scientifique sont observés tout le long du parcours de la recherche, de la rédaction de l'article à sa diffusion. Cette intégrité scientifique repose évidemment sur quelques principes. Permettez-moi de les rappeler très rapidement. Il s'agit de la fiabilité et la rigueur dans la conception, la méthodologie, l'analyse et l'utilisation des ressources. Il est aussi question de l'honnêteté dans l'élaboration, la réalisation, l'évaluation et la diffusion des produits de la recherche scientifique, du respect envers les collègues, les participants à la recherche, la société, les écosystèmes, le patrimoine culturel. Quatrième principe, celui de la responsabilité assumée dans les activités de la recherche, leur gestion et leur organisation. Cette éthique représente l'ossature, la condition fondamentale sur laquelle repose la confiance entre trois composantes de la recherche.
acteurs de la recherche, la science et la société. On retrouve tous ces principes-là dans tous les manuels de méthodologie de la recherche universitaire. Et maintenant, il faut partir plus loin. Je souhaite pousser la réflexion un peu plus loin, et ce en me basant sur les travaux de John Baer, surtout un article intitulé Creativity Doesn't Develop in a Vacuum, qui a expliqué que créer nécessite un contexte, et cela dans tous les domaines. Il a expliqué que ce constat, partant de ce constat, je dirais aussi à mon tour que créer une connaissance, une Afrique, nécessite aussi un contexte. Et je ne chercherai pas loin en disant que les savoirs endogènes, concept développé par Paula Ntonji, philosophe béninois bien connu, tout le long des 3 dernières décennies de sa vie, est l'outil opératoire permettant d'enrichir ce système d'édition scientifique africain en le contextualisant. Paula Ntonji qualifie de savoir endogène, je le cite, les produits internes liés tiré du fond culturel propre. Il ajoute un peu plus loin, on appellera donc savoir endogène dans une configuration culturelle donnée. C'est là où je retrouve la contextualisation des savoirs endogènes pour l'édition. Une connaissance vécue par la société comme partie intégrante d'un héritage, par opposition aux savoirs exogènes qui sont encore perçus à ce stade au moins comme des éléments d'un autre système. Le philosophe plaide pour une activité scientifique orientée vers l'intérieur, répondant aux besoins des sociétés africaines. Intégrer les savoirs endogènes dans le système de l'édition en Afrique serait bénéfique au développement de notre continent à plus d'un titre. Je présenterai cela sous la forme d'un processus impliquant des phases. La première phase, je l'ai appelée nommer. C'est le point de départ. Cette phase représente la phase fondamentale, exigeante, nécessitant une mise en place sur le plan matériel et humain tout le moins, sur le court et le moyen terme. Il s'agira d'identifier, répertorier, classer par domaine ces savoirs endogènes. C'est une grande entreprise, me diriez-vous. Évidemment, cette démarche a le mérite de ne pas laisser disparaître ces techniques héritées de génération en génération, et les nommer leur donnera une visibilité, une identité propre. Je suis consciente qu'il existe des noms identifiant des savoirs endogènes, ne me méprenez pas. Mais cela ne doit pas rester figé dans le seul cercle de la communauté qui détient ce savoir. Ce que je cherche à dire, c'est qu'il y a des pratiques. Je prends l'exemple du monde de l'agriculture qui ne sont connues et nommées que par les agriculteurs, par exemple, ou leur entourage immédiat. Nous, les linguistes, on pense que nommer permet de structurer la réalité, de catégoriser les choses, les objets, et donner un sens à notre environnement. J'ai désigné la deuxième phase, par le vocable cartographier. Il s'agira clairement d'inscrire ces savoirs endogènes dans un espace géographique. Cela permet l'identification de patrimoines locaux, contribue à l'appropriation de son identité et identifie celle de l'autre. Il faudra pour cela chercher, interroger les communautés qui les partagent, chercher les probables interactions avec d'autres communautés, chercher les transformations, les réadaptations probables, possibles à de nouveaux contextes, et ainsi de suite. La troisième phase, je l'ai qualifiée de fouiller. Il s'agira de fouiller, tel un archéologue sur un site, fouiller les documents, les traces, les discours, même les récits oraux, les contes populaires, les archives, tout ce qui retrace l'histoire de ces savoirs endogènes. De la sorte, nous pourrions remonter l'histoire de ces savoirs, l'histoire de leur création, leur évolution et leur pratique au quotidien. L'histoire, je ne suis pas historienne, mais je me permets de le dire, joue un rôle important. Elle a le pouvoir de créer des récits sur le long terme et unifier ainsi la vision de la communauté sur sa propre histoire. J'ai tenté de dégager ici ce qui pourrait constituer les premiers jalons vers une meilleure compréhension et usage des savoirs endogènes, pas pour nous uniquement, mais pour l'ensemble de la communauté des chercheurs à travers le monde. Dans un article publié en 2019, Henri Tourneux, linguiste et africaniste, dans une perspective de distinguer la nature de ce qu'il a appelé les savoirs traditionnels, les savoirs endogènes et les savoirs locaux,
oppose science et savoir. En effet, en se basant sur les définitions lexicologiques du petit Robert, Tourneux précise que la science est une connaissance exacte, plus universelle et vérifiable, et le savoir, un ensemble de connaissances plus ou moins systématisées acquises par une activité mentale. Cette démarche a pour but de classer les savoirs endogènes, les savoirs locaux dans la catégorie de savoir et non dans celle des sciences. Permettez-moi de formuler quelques réserves quant à cette approche. Opposer les savoirs traditionnels ou endogènes à la science revient à s'interdire de les objectiver, de les analyser, de les décrire et de les classer dans un cheminement. Par ailleurs, j'ai expliqué dans une récente publication les différentes valeurs du mot savoir. Sapere, d'origine... L'origine latine du mot savoir désignait exhaler du goût, de la saveur. En parlant d'un être humain, cela indique qu'il a du goût, du jugement, que cet individu sait et comprend. Au-delà du fait que cette origine est donnée savoir et saveur, sapere est aussi à l'origine du terme sapiens, l'être intelligent et sage. Le savoir serait, à mon sens, cette intelligence qui crée la connaissance vraie, celle qui a constitué le sens grec du mot épistémé depuis l'Antiquité. Les savoirs endogènes ont leur place évidemment dans la science, il faudra pour cela les objectiver, les soumettre à la méthode rigoureuse de la recherche scientifique. Tout récemment, j'ai eu un formidable échange avec une personne que j'estime au sujet des savoirs endogènes dans le rapport avec la science. Idriss Khalil est un mathématicien, l'un des fondateurs avec deux professeurs de l'université Cheikh Anta Diop, des mathématiciens Ahmed Seiti et Madame Mamadou Thiam. Ils ont fondé tous les trois l'Union mathématique africaine lors du premier congrès panafricain de mathématiciens organisé à Rabat en 1976. Et l'observation de Idriss Khalil fut d'une grande pertinence épistémologique. Il a ainsi avancé que la science pourrait être définie, je le cite, comme une accumulation sur le long terme de savoir et de pratique. Poursuivant son raisonnement, il précise que, je le cite encore, la science moderne est le prolongement sophistiqué de savoirs ancestraux. Fin de citation. Il m'a rappelé, à juste titre, que l'idée de la gravitation n'est pas apparue avec Isaac Newton et que d'autres penseurs bien avant lui ont observé ce mouvement d'attraction. Il m'a rappelé que Brahmagupta, un astronome et mathématicien de l'Inde du 7e siècle, a décrit la gravité comme une force d'attraction, proposant que tout corps lourd est attiré vers le centre de la Terre. Il m'a rappelé Abu Yusuf al-Kindi, astronome du 9e siècle, qui a suggéré que les étoiles exerçaient une force sur les objets et les personnes sur Terre. Il m'a rappelé Johannes Kepler, le célèbre astronome allemand, qui à son tour formulé les 3 lois décrivant les trajectoires elliptiques des planètes autour du Soleil. Les physiciens ne vont pas m'interroger là-dessus. Grand savant qu'il était, Isaac Newton connaissait parfaitement les travaux de ses prédécesseurs. Il en a même fait référence. D'ailleurs, il dit, je le cite, « Si je vois plus loin que d'autres, c'est que je suis juché sur les épaules de géants. » Merci. J'espère avoir tenu le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sarah Mejdoubi, pour cette présentation claire et rigoureuse, mais aussi d'une grande pertinence. Je pense que l'analyse sur les connaissances, les langues et la publication scientifique en Afrique éclaire de manière concrète les enjeux actuels de la souveraineté intellectuelle, de diffusion équitable surtout du savoir et de la valorisation des chercheurs africains. Donc je pense que cela nous invite surtout à réfléchir aux infrastructures scientifiques, mais aussi surtout aux conditions culturelles qui permettent aujourd'hui au savoir africain de s'affirmer et de circuler de manière beaucoup plus autonome et reconnue. Alors, pour prolonger la réflexion très rapidement avant de passer à la pause café, j'ai le plaisir de donner la parole à nos distingués discutants.
successivement Monsieur Laurent Vidal, Madame Sandra Guigouni, Monsieur Gilbert Babena et Monsieur Mohamed Juili. Vous avez 5 minutes pour chaque intervention. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci pour cet exposé très détaillé avec des principes et des chiffres sur la production scientifique. Moi, je voudrais revenir sur une question qui a été au cœur de la création de la revue Global Africa par rapport à la question de la traduction. C'est comment, en traduisant dans des langues qui sont parlées par des petites communautés, c'est pas faire injure aux communautés en question, hein. Je pourrais très bien parler de la traduction en Wolof comme de la traduction en occitan s'il y avait de la traduction en occitan dans Global Africa. Comment, se faisant, éviter tout enfermement de la transmission des connaissances, alors que on s'appelle Global Africa et qu'on veut parler au reste du monde. Bon. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il y a 3 questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Certaines peuvent sembler extrêmement banales. C'est pourquoi écrit-on, et donc en vue de publier, j'entends, à qui s'adresse-t-on et comment s'adresse-t-on à ces publics. La première question, il y avait un bouquin qui est sorti il y a quelques années de Robert Darnton, si mes souvenirs sont bons, c'était le directeur de la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Donc c'est pas a priori quelqu'un qui est contre le livre et qui posait la question qu'on doit se poser à tous en tant qu'auteur, c'est pourquoi on écrit. Hein. Et je pense qu'il faut pas mettre de côté le fait que l'on écrit aussi pour satisfaire son propre ego. En tout cas, moi, je parle pour moi. Bon, hein, très franchement. Enfin, qui peut honnêtement dire le contraire, qui parle que pour être lu, etc. Sinon, on publierait pas, on publierait tous en anglais, ce qui est quand même pas vraiment la tradition en sciences sociales francophones, je dirais. Donc d'abord, savoir pourquoi on écrit. Ensuite, à qui parle-t-on et comment s'adresse-t-on à ces publics? Et là, pour moi, la question centrale, c'est la question de la traduction. Et donc, pas uniquement la traduction des concepts, des notions, naturellement, ça c'est en jeu. Et de ce point de vue, encore une fois, bon, je fais mon petit plaidoyer ce matin pour l'anthropologie, mais enfin, autant y aller. Pour le coup, c'est quand même ce que font les anthropologues avec tous les défauts et que la discipline a quand même évolué depuis quelques décennies, depuis le début, puisque il y a l'idée de se fonder sur les expressions, les concepts en langue locale, quitte à publier au total en anglais ou en français, mais par contre en essayant de traduire par du mot à mot pour expliciter les concepts dans les langues des interlocuteurs, des anthropologues. Donc cette question de la traduction, alors là pour le coup c'est pas vraiment nos sciences sociales, j'entends par là la sociologie, la science politique, ni même l'économie ou l'anthropologie qui ont des choses à dire. C'est plus les sémioticiens. Bon, alors on en connaît beaucoup, mais par exemple l'italien Umberto Eco, il parlait pour la traduction de dire presque la même chose. Hein. Donc là, quand on dit ça, en fait, on parle d'interprétation, ce qui est plus exactement la traduction. Et donc on touche le fond du problème, c'est de rendre compte le réel exprimé dans une autre langue, dans la langue que l'on veut utiliser pour partager ses connaissances. Donc tout l'enjeu, c'est d'être à la fois fidèle au modèle de pensée dont on prétend rendre compte comme chercheur, et en même temps porter des messages à l'ensemble de la communauté scientifique dite internationale. Et donc il faut être compris. Et donc de ce point de vue, je pense que le projet de traduction de Global Africa, on avait, je pense, enfin, et puis Rachid et Penda pourront confirmer ou pas d'ailleurs, c'était d'abord une posture politique. Hein, en disant, je dis les choses directement, c'est pas que je veux mettre les pieds dans le plat, mais quand on propose de publier des textes en swahili, c'est pas parce que l'auteur du texte en swahili ne peut pas écrire en anglais. La plupart du temps, il est anglophone, il publie dans des revues internationales. Donc c'est pas la question d'être plus lu, pas forcément. C'est la question de poser le fait qu'il y a d'autres langues d'expression que les langues dites internationales dans une terminologie impropre.
Donc voilà ce que je voulais dire. Je vais pas être très long. Je crois que c'est vraiment cette question de la traduction qui est pas encore une fois qu'une technique. Hein. Donc il y a le dire presque la même chose. Là, on est dans la technique d'une façon, mais qui est aussi un projet politique qu'il faut qu'on réfléchisse en lien encore une fois avec les questions que je posais. C'est pourquoi on publie finalement, à qui s'adresse-t-on, hein, et c'est pour ça qu'aussi, et je pense qu'à Global Africa on le fait, toutes les données statistiques sur les téléchargements et les lectures des articles qu'on publie sont extrêmement importantes. Hein, et qu'en gros, dans tout ce travail de publication, de traduction, d'écriture, il ne s'agit pas encore une fois de se faire plaisir qu'à soi-même. Il y a cette dimension-là. Il faut aussi se faire lire et se faire écouter. C'est ce que nous disait hier notre collègue des journalistes scientifiques aussi. Faites-vous comprendre par votre auditoire. Merci. Oui, bonjour. Alors, mes questions ou mes réflexions rejoignent en partie ce que vient d'évoquer Laurent, puisqu'effectivement, moi, je vais juste très brièvement, j'appartiens à une infrastructure nationale de recherche en France qui est Open Edition, dont la mission est d'ouvrir et de partager les savoirs. Open Edition est peut-être pas connue, mais ce qu'on fait, c'est des plateformes pour la diffusion des savoirs, avec une plateforme de revues qui a 650 revues de sciences humaines et sociales, une plateforme pour la diffusion d'ouvrages, une plateforme de blogs de recherche et une plateforme Calendar pour la diffusion d'événements scientifiques. Donc, ce que je voudrais mentionner par rapport à ça, c'est une infrastructure de connaissances, c'est aussi une infrastructure technologique de connaissances. La diffusion, elle se fait de manière technique avec des standards et des normes qui s'imposent en fait aussi à nous. De ce point de vue, la diffusion des savoirs ne porte pas tant sur les contenus que sur la structuration, les bonnes pratiques techniques qui vont faciliter la circulation des savoirs. Donc je m'interroge plus sur cet aspect-là que tu as assez peu mentionné en termes de diffusion. Tu évoquais le fait que il y a, je sais plus le nombre que tu as donné, mais c'était très peu, de l'ordre de quelques dizaines de revues issues d'Afrique qui sont dans le WOS. Or, dans le WOS, effectivement, c'est pas seulement pour des revues issues d'Afrique, c'est pour toute revue qui ne publie pas en anglais. Ça, c'est aussi un vrai enjeu et qui ne répond pas à des standards qui sont ceux d'un modèle anglo-saxon très dominant dans le monde entier. Ça, je voulais le rappeler. Ensuite, depuis Open Edition, on va regarder quelle fréquentation on a. Donc, on va s'interroger sur l'écart entre la production des savoirs, d'où sont issus les savoirs que nous diffusons, et quelle est leur réception, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont consultés. Or, ce qu'on va constater, c'est que majoritairement, on va avoir des productions scientifiques qui sont produites principalement, on va dire, en France, en Europe, dans les pays du Nord, globalement. Or, leur réception, leur usage déborde largement le monde académique, puisqu'on a énormément de visibilité, par exemple, en Afrique francophone. Et notamment en Afrique francophone subsaharienne. Donc en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est l'écart entre les lieux de production des savoirs et les lieux d'usage de ces savoirs, même si on ne peut pas les qualifier. Et je pense que là, il y a quelque chose à questionner sur quels sont les savoirs qui sont consultés. Parce que de fait, quand on regarde nos fréquentations, qui sont en millions de visiteurs, on voit bien que ça déborde en fait le public strictement académique. Donc on constate que les productions de sciences humaines et sociales sont au moins consultées par des gens qui sont en dehors du monde académique. Et je pense que là, il y a quelque chose à creuser et à questionner sur cet écart entre où on produit la science et qui consulte la science. Parce que quand on regarde ça depuis Open Edition, on voit qu'en fait, la consultation porte sur des savoirs qui sont ancrés géographiquement, régionalement. Ça porte sur des questionnements qui se posent à un endroit donné du monde. Et je pense que là, il y a quelque chose qui peut se questionner. Et un dernier point, après j'arrête,
Tu as mentionné effectivement la place des sciences et techniques et les logiques de développement et de progrès. Je voudrais juste aussi dire qu'il y a derrière ça une logique cumulative. C'est-à-dire qu'en fait, plus on produit, plus on appelle de la production, plus on produit, plus on est visible, plus on va pouvoir diffuser. Et ça, de manière presque agnostique, je reviens là-dessus, sur ce qu'il y a même en termes de sens et de contenu. Une plateforme technologique comme Open Edition, en fait, plus elle va avoir de contenu, plus elle va avoir de visibilité. Et donc, plus elle va contribuer à la visibilité des contenus qu'elle accueille. Et ce, peu importe, en fait, la qualité ou d'où ça provient. Voilà. Alors, bonjour Sarah. Moi, je vais commencer par un mot par lequel tu es entré dans ta conférence, le mot création, pour dire que c'est quand même un bien grand mot, parce qu'au fond, les savoirs sont ontologiques à l'univers. Le travail du chercheur, c'est de participer à leur découvrabilité. Comment les révéler en fait. Donc, quand on prend l'affaire de cette façon, on peut avoir une autre lecture sur la connaissance et la géopolitique de la connaissance. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu une grosse part de ton discours qui a consisté à naturaliser le discours du déficit de la connaissance en Afrique. Alors, tu évoquais tout à l'heure 1%, aujourd'hui on est à 3%, mais au fond, la question de la découvrabilité que je suis en train de poser pourrait amener l'Afrique à apporter un autre regard sur sa contribution réelle, à partir notamment des sciences humaines et sociales. Qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? Alors, une grosse partie des savoirs ou alors des connaissances en sciences humaines et sociales repose dans des contenus qui ne sont pas visibles. Les ouvrages collectifs, les revues non indexées, papier, parce que il y a aussi cette question de la fétichisation du format papier dans nos facultés, dans nos universités. Les annales de la faculté de telle, la revue du département de telle. Donc ça va comme ça au fur et à mesure qu'on évolue d'institution en institution. On a des cadres de publication qui ne sont pas du tout visibles. Alors, moi, ma lecture, c'est qu'on devrait aller plutôt vers la piste de la numérisation. Alors, quand je parle de la piste de la numérisation, je vais citer, pour être très concret, l'exemple d'une revue intellectuelle camerounaise, Abia, qui a été créée dans les années 60 à 70, où de très grands noms ont publié, Amadou Hampâté-Bâ, tous les philosophes qu'on connaît, qui ont initié le mouvement de la philosophie africaine, ont publié dans cette revue qui était bilingue. La revue Abia, c'est 5000 pages, mais elle n'est pas disponible. Il a fallu que certains, bienfaisants, on décide de faire de la numérisation en brousse pour pouvoir, ouvrir ces 5000 pages de texte. Les questions sur le tribalisme, l'ethnicité, toutes ces tensions que nous observons aujourd'hui ont été réfléchies. Il y a eu des réflexions dans cette revue-là. Donc, quand je parle de cette question de la numérisation, ça me permet d'aller directement sur la question des infrastructures. Tu l'évoquais tout à l'heure, je vais prendre les infrastructures, je vais prendre l'écosystème même de la publication scientifique pour dire que on peut penser autrement. Moi, le modèle algérien me semble intéressant avec l'African Scientific Journals Platform qui, si on imagine une Afrique qui a chacune, ou alors les Afriques qui ont chacune leur plateforme de revues scientifiques, si on peut trouver la recherche faite dans un pays à un même endroit, alors on est déjà en train de gagner un certain pari. Parce qu'à partir de ce moment, on pourra en réalité instaurer et tu l'évoquais d'ailleurs, une communauté de pratiques dans la façon de faire. Donc, qui pourrait être mieux contrôlée et qui pourrait aussi donner des résultats intéressant quant à ce qui concerne l'évaluation et tout le reste. Et bien évidemment, on va pouvoir régler la question des APC qui ne sont pas toujours à la portée des chercheurs africains, parce qu'il y a cette difficulté à devoir payer pour publier. Alors,
Dans la question de l'écosystème, je dis rapidement un mot sur ça. C'est en cela, par exemple, que le master Médite est très important. Il faut imaginer qu'on va former des professionnels qui vont interagir avec des chercheurs, qui vont pouvoir se retrouver, qui auront des postes dans des revues, et on aura tout un écosystème vertueux où l'argent tourne tout autour. Et je sors véritablement par ce point pour dire que publier dans les revues scientifiques, le modèle africain devrait prendre en compte l'écologisation des savoirs. Cette écologisation-là signifie quel type de savoir nous publions. Est-ce qu'on va mettre de côté un professionnel qui a des choses à nous dire parce qu'il n'a pas parlé le même langage que nous, alors qu'on pourrait apprendre de son texte? Donc, il faut des catégories, des articles, des notes de recherche, des points de vue. C'est du savoir, mais peut-être pas de la manière dont on le comprend dans les sciences avec ces méthodes. Bonjour. Bonjour pour tout le monde. Pour continuer dans cette perspective que vous avez évoquée dans votre conférence, professeur Sarah, je voudrais attirer l'attention sur les problèmes de l'édition scientifique, notamment en sciences humaines et sociales, dans l'Afrique arabophone, parce que c'est une réalité complètement différente ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique du Sud, etc. Et c'est un monde vaste qui s'étend de la Mauritanie en passant par la Libye, l'Égypte, le Soudan, jusqu'aux îles Comores. D'abord, ces pays, ou certains de ces pays, disposent d'un héritage universitaire ancien et d'un potentiel intellectuel important. Mais ils sont confrontés à plusieurs défis structurels. Difficulté à se conformer aux standards internationaux de publication, notamment linguistiques. Peu de ces revues, notamment les revues arabophones, sont indexées sur le plan international. Dernièrement, en Tunisie, on a fêté la cinquantenaire des Annales de la Tunisie. C'est une revue universitaire, la plus connue d'ailleurs en Tunisie, qui publie en 3 langues, arabe, français et en anglais. Cette revue n'est pas encore indexée. Donc, en ce qui concerne les sciences humaines, ce qui est diffusé dans le monde arabe et dans la langue arabe laisse encore à désirer. D'ailleurs, pour tout ce qui est scientifique, les sciences exactes, médecine, agronomie, physique sont publiés en anglais et en français. Mais avec l'arabisation, une arabisation qui a été faite dans un contexte idéologique, effectivement, soi-disant la décolonisation, etc., a mené à des vraies catastrophes sur le plan intellectuel. Donc, la majorité des articles publiés dans les revues arabes, en sociologie, en histoire, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Problèmes dus à une certaine conception de la décolonisation. Parce que il y a une confusion chez un bon nombre des chercheurs et des jeunes chercheurs entre décolonisation et la pensée occidentale. D'ailleurs, décolonisation et décolonialité en arabe, ça pose beaucoup de problèmes. D'après mon expérience au Global Africa, il y a plusieurs les concepts qui sont issus d'un contexte anglo-saxon, par exemple afrocentrisme. La traduction est catastrophique. Alors c'est l'eurocentrisme, etc. C'est un sens complètement qui comment dirais-je, qui est à l'opposé de la conception de afrocentrisme, ou afrofuturisme, ou afro-hermeneutics, l'afro-herméneutique, etc. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Pour certains des chercheurs, la décolonisation, c'est dresser des barrières entre la pensée
entre les cultures endogènes et la culture occidentale. Et ça a mené vraiment à des catastrophes au niveau intellectuel et scientifique. Décoloniser, c'est dresser des barrières entre ce qui se produit en Occident, pour certains, et la culture locale. Concernant un domaine, par exemple, qui est très sensible dans l'Afrique arabophone, c'est le domaine de l'islamologie. Ce qui se produit en arabe reproduit des concepts et des idées du Moyen-Âge. Mohamed Darkoun, qui est professeur d'islamologie, lorsqu'il s'est inspiré de l'anthropologie et des sémiologies pour étudier les jeux, il a été accusé par qui reproduit la pensée colonialiste occidentale. Et il y a des gens, il a été accusé d'hérésie, et il y a même des gens il faut décolonialiser. Donc, qu'est-ce que la décolonisation? Il faut repenser, du moins en Afrique arabophone, le terme de décolonisation. Merci, comme une rupture, dresser une barrière avec la pensée occidentale. Et ça produit culture de le terreau qu'on a vu par exemple en Algérie pendant toute une décennie, en Tunisie dernièrement, etc. Voilà, c'est un savoir humain. Donc, le concept de colonisation a été forgé. Je pense maintenant, Marc Auger, c'est un anthropologue, parler de l'anthropologie, de la mobilité, le métier d'anthropologue. Il a fait son travail au Côte d'Ivoire. Et il disait même que il sentait beaucoup plus proche des Ivoiriens à Paris, dans son ouvrage Un ethnologue dans le métro, que son voisin français qui lit La Croix. Donc, et il a aussi averti il fallait jamais, comment dirais-je, projeter, par exemple, les conceptions freudiennes du moi et du surmoi sur la conception de la personnalité dans la culture endogène au Côte d'Ivoire. Donc, c'est un type qui a pensé la décolonisation. Ce qui est, professeur Sarr, puisque vous connaissez aussi le contexte marocain est beaucoup plus ouvert que d'autres contextes dans l'Afrique arabophone. Donc, ces concepts nécessitent vraiment d'être réfléchis et repensés dans ce monde vaste de l'Afrique qui compte 200 millions de personnes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la question de la langue, pardon. Oui. Je pense que la question de la langue traverse et transversale traverse vos propos. Et dans une étude qui a été publiée il y a 3 ans, il y a des centaines de langues qui meurent en Afrique. Ça, les sociolinguistes peuvent le confirmer. D'autres, évidemment, se transforment, d'autres langues se transforment. C'est la vie d'une langue et de dialectes. D'ailleurs, les dialectes, la langue naît dialecte d'abord. Et ce que je voudrais dire à propos de mes propos, c'est de ne pas les idéologiser en mettant des étiquettes. Parce que ce ne sont pas les chiffres que j'ai avancés, ils ne sont pas inventés, ce sont des chiffres qui ont été discutés, publiés, et je m'interdis moi-même, dans tous mes propos, toute subjectivité concernant les analyses que je fournis. Par rapport, par exemple, j'avais publié une étude en 2023 dans la revue Argumentation Analyse de Discours. Elle est indexée sur Web of Science, cette revue, et c'est une revue francophone. Donc, il n'y a pas une interdiction formelle par ces plateformes d'un point de vue de la langue. C'est-à-dire que à partir du moment où une recherche est structurée, propose une méthodologie claire, un cadre conceptuel clair, il n'y a rien qui interdit de publier. Et puis pourquoi on publie? Pourquoi on écrit? Là, il y a plusieurs enjeux. Évidemment qu'on veut
faire connaître notre pensée, faire connaître ce qu'on pense, ce qu'on analyse, ce qu'on cherche à faire comprendre aussi. Mais il y a l'enjeu aussi qui est un peu plus grand, celui de contribuer à la science, à éclairer une part du réel, à faire avancer les connaissances, les savoirs. Il y a l'enjeu aussi institutionnel, ça on l'entend moins. Il y a une exigence, de la part des institutions, des universités maintenant, l'injonction de publier. Je suis incapable de publier 5 articles par an pour la simple raison que pour moi la recherche s'inscrit sur le temps long. Et pour publier un travail, il faut du temps, le temps de lecture, le temps de digérer ce qu'on lit, le temps d'analyser, de le mettre en perspective. Il y a un chercheur, je pense, qui a publié 200 articles par an, en un an. J'ai vu quelques statistiques. Je suis incapable de le faire. Et je me demande à quel moment il a pris le temps de respirer, ou de manger, ou de se reposer. Donc, cette exigence de publier, merci. C'est une injonction, après il faut faire avec les infrastructures. Je vais citer l'exemple d'une revue au Maroc qui est centenaire. C'est une revue qui a fêté 100 ans au Maroc, Hisperista Mouda. C'est une revue de l'université de Mohamed V. Il y a des numéros qui ont été numérisés et maintenant elle est en ligne, entièrement en ligne. Ça s'appelle Hisperista Mouda. Elle a été fondée en 1923 ou 24, je me rappelle plus exactement la date, mais les tout premiers numéros sont réédités. Les tout premiers numéros sont réédités et donc on découvre aussi beaucoup d'éléments des chercheurs français, surtout à l'époque, évidemment, on peut pas ne pas le citer, qui publiaient dans cette revue parce que c'est eux qui intervenaient directement dans les leçons, dans la recherche, donc c'est eux qui organisaient la recherche. Après, il faut se donner les moyens. On peut pas dire qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de publication. Je sais qu'il y a aussi d'autres initiatives africaines qui méritent d'être mentionnées. Je n'ai pas eu le temps parce que j'ai abordé la question surtout d'un point de vue d'une réelle décomposition. Parce que pour avancer, il faut savoir nos limites. On peut pas avancer sans connaître nos limites, ce qui pose problème. Et je pense que le monde de l'édition et le monde du savoir en Afrique gagnerait je parlerai pas de décolonialiser, mais de décomposer, mettre tout à plat, de savoir quelle est la part des choses, quelle est la priorité, quels sont les enjeux pour une édition et une connaissance ou un savoir africain, une vraie science ouverte d'ailleurs sur elle-même et sur le monde. Et ce travail de décomposition, il est nécessaire pour l'ensemble des communautés africaines. Il est nécessaire. Décomposer. De quoi il s'agit? On a discuté avec quelques collègues du mot décolonialiser. Même le mot décolonialiser, je pense qu'il est dépassé. Merci. Je pense qu'on peut maintenant parler d'autre chose. Parler d'une vision aussi de la science. Si je parle de la langue arabe, elle a aussi sa place dans le monde de l'édition, mais il faut aussi qu'elle se débarrasse de cet art, de tout ce qu'elle a traîné comme histoire, dans son rapport avec les autres, dans son rapport avec ce qu'elle produit elle-même, parce que on a tendance à ne pas trop mettre en valeur ce que nous savons, et ce que nous connaissons, et ce que nous avons su, ce que nous avons accumulé. Et à mon avis, c'est ma vision des choses, une réelle décomposition mériterait d'être vraiment entamée et puis dépasser le passé. Merci. Merci beaucoup à Madame Sarah Mejdoubi pour la présentation d'une grande richesse et d'une pertinence toute actuelle. Donc, je pense que son analyse sur les connaissances, les langues et la publication scientifique nous offre aujourd'hui un éclairage qui est indispensable sur la souveraineté intellectuelle. Merci également à nos distingués discutants pour leur intervention éclairante et complémentaire qui ont enrichi aussi la discussion. Je souhaite également exprimer au nom du LASPAD et de toute l'équipe organisatrice notre profonde gratitude
au propriétaire de la maison Galoya, à Madame Kole Sawardo, propriétaire de la maison Galoya, qui nous accueille pour ces 3 jours de célébration de l'anniversaire du LASPAD. Donc, son soutien et son hospitalité surtout rendent possible aujourd'hui cet événement et nous permettent de vivre ces journées, en tout cas dans un cadre privilégié. Nous allons maintenant observer une pause de 20 minutes. Profitez de ce moment pour échanger, vous détendre et si vous le souhaitez, visiter le showroom de la maison Galoya. On se retrouve tout de suite à midi pile, s'il vous plaît. Bon appétit. Merci.